Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 9 juin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Le ministre de l'Énergie s'entretient avec une délégation égyptienne dans son bureau. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne lance une offensive à grande échelle et sans précédent contre le camp de Nuseirat. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous accueillez chez vous. Hier matin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a présidé une cérémonie de clôture des travaux de l'atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre les cancers. C'était à l'hôtel Kepensky. Ont assisté à la cérémonie Mohamed Ali Hamad, secrétaire général du ministère de la Santé, la représentante du bureau de l'OMS à Djibouti, Mme Hermès Oumana Georges, la représentante de l'UNICEF, Mme Beatel Desley, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mme Mounira Ahmed Ali et Dr Ahmed Awale, coordinateur du programme de lutte contre les cancers. Le but de cet atelier est de renforcer la lutte contre le cancer à travers des interventions à fort impact de santé publique. Le ministère de la Santé, par le biais de la direction des programmes de santé prioritaires, a élaboré un plan stratégique de lutte contre le cancer en République de Djibouti. La validation de ce document est intervenue ce week-end, le 6 juin, avec la participation d'une cinquantaine d'acteurs issus des hôpitaux, de la société civile, des organisations internationales, ainsi que les responsables sanitaires des régions. Cette nouvelle stratégie nationale de lutte contre les cancers permettra de promouvoir l'accès aux médicaments et traitements anticancéreux, d'élaborer et valider les programmes de recherche sur les cancers, d'organiser les activités. C'est ce qu'a précisé la représentante de l'OMS. Histoire ici. Donc, merci bien. Je vous félicite de faire ce travail. Monsieur le ministre, à la première visite chez vous, vous m'avez précisé vos priorités. Les maladies non transmissibles et le cancer étaient l'une des priorités. Donc, ça nous donne beaucoup d'optimisme d'avoir cette volonté et engagement au plus haut niveau du ministère de Santé et des autres secteurs dans le pays. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Abdillah, a précisé, il a félicité les différents participants pour leur contribution pour faire avancer donc cette cause qui est la lutte contre les cancers et l'élaboration ainsi que la validation de la première stratégie nationale de lutte contre les cancers. Les propos du ministre. C'est un immense plaisir que je suis donc ici à Kempinski ce matin à la clôture de cet atelier d'élaboration et de validation de la première stratégie nationale de lutte contre le cancer, mais également la création du registre national du cancer. Durant les 3 derniers jours des travaux, nous avons assisté à des échanges fructueux, des discussions intenses et à une collaboration exemplaire qui ont tous contribué à l'avancement de notre objectif commun, qui est celui de renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles et surtout la lutte contre les cancers dans notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le cancer est une pathologie complexe, multifactorielle, qui n'est pas liée à l'origine, donc à l'hérédité, mais qui est liée à des multiples facteurs de risque. L'incidence du cancer croît considérablement donc, avec l'âge, mais également en raison probablement de l'accumulation croissante des facteurs de risque et du fait que le mécanisme de régénération cellulaire tend généralement à perdre leur efficacité au fur et à mesure donc, du vieillissement. Les mal causés donc, à la société par le cancer est immense, non seulement en termes de souffrance humaine des patients, de leurs familles, mais aussi en termes de charges économiques, mais également de charges sur le système de santé dans sa globalité. En effet, le nombre global des cancers a doublé ces dernières années et on estime que ce nombre va encore tripler d'ici 2030. À l'heure actuelle, 30 à 50% donc de ces cancers peuvent être prévenus en évitant
certains facteurs de risque et en appliquant des stratégies de prévention qui reposent sur des données probantes. On peut aussi réduire la charge du cancer grâce à une détection précoce et un traitement et une prise en charge précoce et appropriée des patients. Le gouvernement de Djibouti, soucieux donc de la santé de la population, a décidé de prendre à bras le corps cette problématique de santé publique qui est celui du cancer, en mettant les efforts sur la prévention et le diagnostic précoce. Et notre équipe sur place a recueilli donc les propos des cadres et responsables du ministère de la Santé. Voici leurs propos. ويسا مع كهتب لين إنها ministre de la Santé a fait. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, donc, a posé la première pierre du futur terrain et un siège pour le football club d'Arta. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a procédé donc à... Nous reviendrons donc sur cette information. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Énergie a reçu donc des responsables émanant de l'Égypte. Le ministre donc était assisté par le secrétaire général du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles et le directeur de l'énergie lors de cet entretien. Les discussions donc ont porté sur les matériels photovoltaïques que cette entreprise donc, entreprendra de réaliser en République de Djibouti. La première édition de la chasse au trésor, le secrétariat d'État chargé du sport en partenariat avec le ministère du Commerce et du Tourisme, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications a organisé donc ce matin la première édition de la chasse au trésor à l'île Moucha. Le soleil n'était pas encore levé sur l'île Moucha quand les premiers participants ont commencé à affluer. Cinq équipes et de 5 joueurs chacune se préparaient pour une journée intense de compétition. La première édition de la chasse au trésor promettait d'être une aventure inoubliable. À 6 h du matin, le coup d'envoi a été donné. Les équipes composées de jeunes amateurs d'aventure et de passionnés de gens d'esprit ont embarqué pour une série de défis physiques et ludiques. Le secrétariat d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a déclaré donc que cet événement est une formidable occasion de promouvoir non seulement l'esprit d'équipe et la compétition saine, mais aussi de mettre en valeur la beauté naturelle de l'île Moucha. Nous sommes ravis de voir une telle participation et enthousiasme. La compétition donc était féroce mais amicale, chaque équipe donnant la meilleure d'elle-même pour décoder les indices et surmonter les obstacles. Après plusieurs heures de course effrénée et d'efforts acharnés, une équipe s'est finalement distinguée en découvrant le trésor caché. La cérémonie de remise de prix organisée en fin de journée a vu donc cette équipe victorieuse recevoir un chèque de 100 000 de nos francs. La joie et la fierté étaient donc palpables alors que les gagnants célébraient leur triomphe.
Cet événement s'est conclu donc avec un repas convivial et des animations musicales qui permettaient à tous donc de se détendre et de profiter l'ambiance festive. La secrétaire générale du ministère du secrétariat du sport, Madame Khadija Ibrahim Idriss, a félicité les participants pour leur esprit sportif. L'État chargé des sports a opté à organiser la grande chasse au trésor. C'est en collaboration avec le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère aussi de la communication, la garde-côte. Nous avons voulu organiser cette grande chasse au trésor à l'île Moucha parce qu'il y a aussi une découverte et une exploration pour les jeunes. Ces jeunes qui n'ont pas l'accessibilité d'être souvent à l'île Moucha. Pour certains, c'était la première fois qu'ils venaient et c'était la première fois qu'ils passent à des événements pareils et ils ont été impressionnés. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Nous avons lancé plusieurs épreuves, une dizaine d'épreuves avec des obstacles aussi et c'était une réussite. Ils ont pu explorer, ils ont pu découvrir l'île Moucha. Je peux rajouter aussi que c'était un événement qui concernait surtout des activités physiques et avec des activités de réflexion. Nous avons pensé aussi au nettoyage parce qu'il faut préserver l'environnement. Et nous avons pensé au nettoyage. Tout le monde a participé, les ministres en personne. Nous avons nettoyé les plages dès que l'événement est fini. Et donc, les participants donc, à l'événement, les gagnants, se sont également exprimés au micro de notre collègue Adrita. Aujourd'hui, on se trouve à l'île Ali. Moi, c'est Souef Fahad Ali. Aujourd'hui, on se trouve à l'île de Moucha. On a eu l'occasion de participer à la chasse du grand trésor. Les activités étaient incroyables. Il fallait beaucoup de cardio. Je félicite l'équipe Orange qu'ils ont gagné. Mais nous aussi, on a bien participé. On était toujours en tête. Mais ils ont quand même gagné sur un coup d'hasard à la fin. Fallait trouver la clé qui se trouvait quelque part dans la mer. Ils l'ont trouvé et voilà, ils ont gagné. Cette opportunité de participer à cette occasion et de se défouler. J'espère que cette chasse au trésor se reproduira l'année prochaine à une date différente. Et nous revenons sur cette information. Le ministre donc, de l'Énergie, Younis Ali Guidi, a posé la première pierre du futur terrain et un siège pour le Football Club d'Arta. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, a procédé hier à la pose de la première pierre du futur terrain de foot et du siège du Football Club d'Arta. L'événement qui s'est donc déroulé à quelques mètres de l'académie militaire a vu la présence de plusieurs personnalités, dont notamment le député de la région, Mme Aïcha Mohamed, le préfet de la région, Hassan Dabali, le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures, M. Dabar Adawi Ladier, le président de la jeunesse d'Arta, Abdillahi Ousmane Larar, le président du Football Club d'Arta, Idriss Ali Roblé, ainsi que l'ensemble des joueurs, des techniciens et des responsables du club. Un événement qui a également été marqué par la présence des élus locaux et de nombreux habitants de la région d'Arta qui sont venus donc assister à la pose de la première pierre du futur terrain de l'équipe de la région et dont la parcelle a été offerte gracieusement au FC Arta par le chef de l'État, Ismaël Margueli. Pour la petite histoire, sachez que le bénéficiaire de cette initiative d'envergure est une formation footballistique issue de la région d'Arta, créée en 2018, sacré champion de la 3e division dans la saison 22-23. Il vient de réaliser donc un nouveau exploit en devenant vice-champion de la 2e division de la saison 2023-2024 et accède de facto en première division la saison prochaine. Pour encourager dans ce sens, FC Arta a l'honneur de se faire construire un terrain de foot grâce au plaidoyer du ministre issu de la région. Après cette étape, le ministre et les hautes personnalités ont participé à une cérémonie dédiée à récompenser les efforts et les résultats remarquables de l'équipe. C'était donc à l'hôtel d'Estivage. À tous ceux qui ont de près ou de loin participé vraiment à cet engouement ou à cette victoire qui, l'année dernière,
vous êtes passé de la 3e division à la 2e division. Aujourd'hui, vous passez en D1. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on voit un club faire ça. Vraiment, bravo. Bravo. Donc ça démontre aussi l'organisation et l'administration de ces clubs dont le ministre a voulu aussi renforcer par la construction d'un terrain d'entraînement et puis un siège pour le club. C'est vrai, une équipe doit se structurer. Le haut niveau toujours demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. En première division, vous allez être confronté à beaucoup de difficultés, mais j'exhorte encore les sponsors à être encore plus... Vous savez, il y avait une équipe d'Ali Sabier qui s'est qualifiée il y a quelques années, il y a peut-être 15 ou 20 années, c'est Jup Télécom qui avait pris cette équipe en main. Aujourd'hui, toujours cette équipe existe et aujourd'hui, elle participe aux Coupes de clubs champions. Donc, c'est une des meilleurs clubs de la République. Donc, si vraiment il y a de bons sponsors pérennes, ces jeunes-là peuvent faire quelque chose, monsieur le ministre. Donc, il faut... Voilà, et encore une fois, félicitations. Toujours le sport, c'est du travail, c'est de rigueur, c'est toujours de la continuité. Vous êtes jeune, comme a souligné le ministre. Et puis, bon vent, et on est à vos côtés. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guédi, s'est également exprimé. Voici ses propos. Le club d'FC Arta est un jeune club, un petit club, qui doit grandir. Et nous avons, dans cette perspective, aussi donné les moyens pour que ce club soit aussi autonome et s'autofinance lui-même. Et avec les instructions du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et avec la construction du musée du mémorial d'Arta, nous avons eu les instructions aussi d'offrir à la jeunesse d'Arta et à l'équipe d'Arta ces terrains, un terrain d'entraînement et un siège juste à côté du musée. Nous allons commencer la construction du siège et aussi au terrain d'entraînement du club. C'est là que vous allez laisser votre empreinte et c'est là auquel aujourd'hui, après quelques mois de construction, le club aura un siège, aura une organisation et aura un bureau pleinement fonctionnel qui va gérer les affaires du club du FC Arta. Donc, le club est jeune, on se construit tout doucement. Vous allez être l'un des principaux clubs de 2-1 qui a un siège, qui a un terrain d'entraînement propre à lui. Et Inch'Allah, avec nos sponsors et partenaires, nous allons aussi solutionner aux nombreux problématiques qui s'opposent, comme le transport, les logements de joueurs, etc. Donc aujourd'hui encore, je suis extrêmement fier. Nous sommes là, les autorités de la région sont là, les natifs de la région sont là, les sponsors et partenaires sont là, et nous allons soutenir. A dit qu'il, cette fois avec cette cérémonie de distribution des matériels d'entraînement à l'équipe de la Ligue de la ville de l'Unité. Une cérémonie exceptionnelle de distribution de matériel d'entraînement qui a eu lieu donc, à Dikil hier, marquant une étape significative dans le développement sportif de la région. Cet événement organisé par le président du club de première division de Dikil, Mahdi Moumine, a rassemblé diverses personnalités et acteurs clés du sport local.
Le préfet de la région était également présent à l'occasion pour exprimer sa gratitude envers M. Mahdi Moumine, président du club de la première division de Dikil, pour son geste généreux et son engagement envers le développement des jeunes talents sportifs de la ville de l'Unité. C'est la première fois que nous assistons à une telle initiative à Dikil, a martelé le préfet de la région de Dikil. Cette cérémonie a également vu la participation du vice-président du conseil régional de la ville de l'Unité, les sous-directeurs du secrétariat d'État chargé des sports, le président de la Ligue régionale ainsi que les autorités locales et coutumières. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie quinquennale mise en place par le président du club, une stratégie qui vise donc à améliorer les infrastructures sportives de la région et renforcer les capacités des entraîneurs et des arbitres et accroître ainsi la visibilité des jeunes talents dans le milieu du foot. Les différentes équipes ici présentes, c'est un lot très important. Franchement parler, c'est un lot très important, tant attendu, et qui vous servira un moyen, un support d'entraînement afin d'améliorer votre performance au niveau que ce soit tactique et technique. Pour cela, j'aimerais dire un seul mot, sans m'attarder, préservez-les, gardez-les. Ne les jetez pas à l'eau, ne les donnez à personne. Ça, c'est un bien. Et un bien, ça se conserve. Ça se garde et ça se préserve. S'il vous plaît, ne dites pas que demain je l'aurai, mais gardez-le comme si vous ne l'aurez plus jamais. Et que ça sert pour vous. Et que ça sert d'exemple. Et que demain, le FC Dikil puisse revenir et d'autres institutions puissent revenir et donner encore à d'autres équipements. Ça, c'est le conseil que j'aimerais donner. Bon, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, on est phase d'initiation dans les sports de Dikil. On souhaite améliorer et avoir des performances et des perfections et ainsi des visions encore lointaines. L'ensemble de ces initiatives, je vous souligne l'engagement profond de M. Mahdi Moumine, c'est ce qu'a déclaré les responsables. C'est avec une grande joie et une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie de distribution de matériel d'entraînement. Cette initiative n'est pas seulement le fruit de notre volonté commune de promouvoir le sport, mais aussi le résultat concret de notre engagement envers le développement de nos jeunes talents. Lors de notre dernière réunion, le 9 septembre 2023, vous m'avez exprimé votre besoin en matériel d'entraînement pour améliorer les performances de vos équipes. Je suis heureux de pouvoir répondre positivement à cette demande aujourd'hui. En tant que président de l'association du club de première division de Dikil, il est de mon devoir et de ma responsabilité de soutenir toutes les équipes de notre région pour qu'ensemble nous puissions élever notre niveau de jeu. Cette distribution de matériel s'inscrit dans le cadre de notre stratégie quinquennale qui vise à, de 1, améliorer les infrastructures sportives, de renforcer les capacités de nos entraîneurs et nos arbitres, accroître la visibilité de nos jeunes talents en football et dans toutes les autres disciplines sportives. Je suis également ravi d'annoncer que, grâce à notre collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, notre complexe sportif sera bientôt lancé, Inch'Allah Ta'ala. Il va passer en commission de la FIFA en juillet et avant novembre, Inch'Allah, nous assisterons au lancement de travaux du terrain de Dikil, Inch'Allah. C'était donc Mahdi Moumine, président de l'association de clubs de première division de la ville de l'Unité. Je vous emmène la ville blanche à Tadjoura avec cette cérémonie solennelle marquant l'abandon des mutilations génitales féminines. C'était ce week-end, le village d'Otoy a vécu un événement mémorable avec la tenue d'une cérémonie solennelle marquant l'abandon de toute forme d'excision. Cette célébration s'inscrit dans le projet renforcement de l'engagement communautaire contre la malnutrition et les MGF, lancé avec le soutien de l'UNICEF et a vu la participation de nombreux acteurs de la ville blanche, y compris les leaders associatifs, le préfet,
de la région Mohamed Abbas, le président du conseil régional Omar Hussein, le député de la région Omar Adan, des chefs traditionnels et religieux. Les discours officiels empreints d'éloquence ont réaffirmé leur soutien ferme à l'initiative et ont souligné l'importance cruciale de renoncer au MGF, les mutilations génitales féminines, pour le bien-être et la dignité de la femme djiboutienne et des filles de la région de Tajoura. La présidente de l'association des femmes de Tajoura a donc détaillé les objectifs et les espoirs du projet, mettant en avant l'engagement significatif de la communauté de Dora, en particulier le collectif des associations des femmes de Dora, a dédié donc à la défense des droits des femmes. Deux figures emblématiques donc ont honoré de leur présence à cet événement. Dans son discours, donc, elle a rappelé l'abandon de toute forme de MGF. Mutilation génitale féminine. Je voudrais commencer par remercier tous les officiels ici présents d'être venus, d'avoir fait le déplacement pour parler mutilation génitale féminine. Remercier la communauté d'Auteuil, bien évidemment tous les leaders. Merci pour votre accueil et merci pour votre engagement. Et je voudrais aussi appuyer les efforts de Madame Hasna, de toute l'association des femmes de Tajoura, qui fait un travail formidable pour la lutte contre les mutilations génitales féminines et la lutte contre la malnutrition. Un grand bravo à l'AFT. Écoutons à présent le président du conseil régional. Les activités de l'association et de sa présidente Hasna Hassantou fait un travail remarquable dans la région. Et c'est le but de notre déplacement, c'est pour l'encourager. Et en même temps remercier les partenaires qui s'activent dans l'éradication de l'MGF. On les exhorte à poursuivre, parce qu'il n'y a pas que Troy. La région est importante et grande. Et d'après tous ces applaudissements que je vois que Troy est convaincu. Et nous aimerions aussi que ces femmes, tous présentes ici, puissent aussi convaincre le reste de la région. Et je remercie tout le monde. Et je demande à ce que ce travail soit continu et que nos partenaires nous appuient. J'aimerais vous faire part en premier lieu de notre présence pour pouvoir honorer des thèmes qui ont été abordés ici à Auteuil, en particulier à travers l'association AFT dont la présidente Hasna Hassantou. Il me semble qu'elle intervient dans plusieurs localités en termes de MGF plutôt, et la nutrition. Elle fait un travail remarquable, comme l'a bien souligné le président, à laquelle elle apporte ce qu'on appelle une formation à la carte. C'est-à-dire, elle donne, elle informe, elle sensibilise sur les méfaits du MGF à la population le plus reculée de la région. Nous en sommes témoins aujourd'hui qu'elle apporte un édifice pour pouvoir relever les défis auxquels les femmes dont souffrent les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes ici présents pour être témoins de la signature de la charte d'engagement par 50 personnes volontaires issus du village d'Auteuil. Il me semble que cette information va être relayée au reste des localités avoisinantes et même au-delà de la région.
On reste dans le nord du pays, mais cette fois à Hayou, où l'association Ubukai a clôturé l'atelier de formation sur la violence basée sur le genre et les mutilations génitales féminines. Un atelier donc, qui a débuté le jeudi 30 mai dernier, qui s'y déroulera sur une période de 3 jours et a visé à renforcer les connaissances sur les droits des femmes, avec un accent particulier sur les questions relatives aux violences basées sur le genre. L'association Ubukai est une organisation non gouvernementale dédiée donc à la promotion des droits des femmes et à la lutte contre les violences basées sur le genre à Obok. Nous reviendrons en images sur cette information. La Fédération djiboutienne de karaté a célébré le triomphe de ses athlètes du championnat d'Afrique de karaté dans la région de l'Est. La Fédération de karaté est fière d'annoncer que ses athlètes ont remporté des médailles prestigieuses lors du championnat d'Afrique de karaté de la région Est qui s'est tenu du 6 au 9 juin à Antananarivo au Madagascar. Dans une démonstration remarquable de compétences et de détermination, nos compétiteurs ont brillé de leurs catégories respectives. Nous sommes ravis de partager que nous avons remporté la médaille d'argent dans la catégorie de moins de 60 kg. En l'occurrence, M. Mounir Ismail Mahmoud et la médaille de bronze dans la catégorie de moins 67 kg avec Assem Adnan Saïd. Ces victoires sont les résultats d'un travail acharné, d'un entraînement rigoureux et d'une passion indéfectible pour le karaté. C'est ce qu'a annoncé le président de la fédération, M. Kananou. De vouloir participer à leur tour. Et franchement, merci. C'est une fierté parce que ce n'est pas une double fierté, mais c'est une triple fierté parce qu'en même temps, nous avons aussi notre coach qui a réussi son examen, coach officiel, parce qu'avant, on n'avait pas un coach officiel. Aujourd'hui, nous avons un coach officiel. Dieu merci. Et voilà, on est vraiment hyper content, très heureux et Inch'Allah, j'espère qu'on va continuer ainsi. Et nous leur souhaitons bonne chance. À Ali Sabié, où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police du détachement d'Ali Sabié, avec l'armée, le BIAS, ont intercepté à proximité du secteur de la ville de Ali Sabié une importante quantité de quat de marchandises de contrebande. À cette occasion, les éléments de la douane ont estimé à 2000 kg le quat qui a été saisi. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de quat non autorisées à importer et à vendre dans les marchés sont saisies par les éléments de la douane, de la police et de l'armée dans la région d'Ali Sabié. Dans l'actualité hors de nos frontières, avec cette conférence qui s'est tenue à Mogadiscio, la capitale somalienne, pour discuter de la manière dont le gouvernement et les différentes parties de la communauté somalienne peuvent travailler ensemble afin de mettre fin aux fausses nouvelles et à l'incitation au conflit. Le ministère de l'Information de la Somalie a organisé cette réunion qui est importante aux yeux des Somaliens en ce moment, compte tenu de la propagation des fausses nouvelles et des personnes qui utilisent les médias sociaux pour inciter le public, en particulier les tribus. Le ministre somalien de l'Information, Daoud Awes Jama, a ouvert la conférence qui devrait se tenir pendant 2 jours à Mogadiscio, expliquant son importance pour les Somaliens. Des responsables gouvernementaux, des officiers militaires, des journalistes et des experts et divers secteurs de la société ont été invités à cette réunion, après quoi donc un débat a eu lieu sous le titre « L'impact des fausses nouvelles et l'incitation au conflit sur la paix et la stabilité ». Je vous le disais en titre, l'armée israélienne lance une offensive à grande échelle sans précédent contre le camp de Nuseirat. L'armée sioniste a lancé ce samedi une offensive à grande échelle et sans précédent contre le camp des réfugiés de Nuseirat et différents secteurs de la bande de Gaza, par voie d'un communiqué qui a été publié par l'armée hébreu. Il a indiqué que ses troupes ont lancé une offensive contre des infrastructures dans la région de Nuseirat. De son côté, le quotidien hébraïque privé a qualifié sans précédent cette offensive à grande échelle de Tel Aviv contre le camp palestinien de Nuseirat. Depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une guerre à outrance dans la bande de Gaza qui a fait plus de 120 000 victimes civiles
entre morts et blessés, en majorité des enfants et des femmes malheureusement, et près de 10 000 personnes portées disparues dans un contexte de famine et de destruction massive selon les données de l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.